C'était vraiment très intéressant. Je pense que vous avez soulevé pas mal de manières d'utiliser l'IA, pas mal de limites aussi. Enfin, c'est vraiment intéressant et je pense que ça donnera pas mal de pistes à nos étudiants et à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Euh, Moi, j'ai une question toute simple qui pourrait aider nos étudiants de cette année. Comment est-ce qu'on apprend à utiliser l'intelligence artificielle? Bah, faut l'utiliser au quotidien. Enfin, faut l'ouvrir le plus souvent possible. Je pense que tous ceux aujourd'hui qui ont utilisé des IA ont vu qu'au début, c'est un peu décourageant parce qu'il en sort rien de très intéressant. Mais c'est justement, faut pas laisser tomber à ce moment-là et on apprend en marchant, en fait. D'autant plus que c'est évolutif et que ça évolue au quotidien et de manière très rapide. Donc, quelque chose qui marchait pas hier peut tout à fait marcher demain aussi. Donc, faut pas non plus prendre trop d'habitude avec ces IA parce que ça avance et ça évolue en permanence. Oui, tout à fait. Je pense que, enfin, nous, en tout cas, on l'a aussi expérimenté au fur et à mesure. Après, là, on se dit quand même que sur une journée, ça vaut le coup, notamment pour l'IA de Photoshop en tant juste qu'outil, pour les maquettistes, pour les créatifs. Maintenant qu'on voit forcément les instituts de formation se sont aussi mis à la page de l'IA, et donc ça peut être assez efficace voilà, de faire suivre des formations parfois pour maîtriser le prompt. Et on se dit que normalement, au bout d'une journée, ça devrait permettre d'embarquer le savoir-faire. Mais jusqu'à présent, c'est dire, bah, va voir un tel, il maîtrise bien ChatGPT, il va en parler. C'est aussi simple que ça. Alors, je vois qu'on a déjà pas mal de questions dans le chat, donc je vais les prendre dans l'ordre dans le chat. Si vous pouvez les poser au fur et à mesure dans le chat, ça sera plus simple à suivre pour moi, s'il vous plaît. Alors, on nous demande est-ce que le recours à l'IA peut avoir un impact sur les prix de vente des prestations intellectuelles dans les agences de com? Est-ce que c'est le cas dans vos agences et dans vos métiers ou pas encore? Non, enfin moi c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour l'instant nous ça ne change pas les grilles de l'agence. En revanche on se pose la question forcément. Et par contre je l'ai vu oui chez des acteurs plutôt de presse. Ce que je disais donc et à terme forcément ça va avoir je pense un impact bien évidemment. Enfin par contre on a vu enfin moi j'avais des agences par exemple la campagne Becherel que je vous montrais tout à l'heure, je crois que c'est Brain Sonic qui l'a fait, qui disait bah, pour réaliser la totalité des visuels de cette campagne, il nous a fallu 2 jours. Là, à travers l'IA. Là où, si on avait fait un shooting avec un studio, avec potentiellement la réalisation de maquettes, de tas de choses, enfin, c'est beaucoup plus long. Enfin, donc, le prix de vente, si on est totalement quelqu'un vis-à-vis du client, on ne va pas le vendre de la même façon et c'est normal qu'une campagne avec des comédiens, avec un photographe, etc. Ça pose aussi la question de la valeur des campagnes, globalement de n'importe quelle prestation intellectuelle. Mais est-ce que la valeur, elle doit encore être aujourd'hui justifiée uniquement au temps passé? Je sors la question des tournages parce qu'effectivement, il y a des frais techniques. Mais si on reste uniquement sur la question des campagnes et de la conception intellectuelle, aujourd'hui, l'usage veut qu'on budgète avec des taux journaliers et donc on calcule autant. Enfin, souvent, ça se passe quand même comme ça. Est-ce que le temps doit nécessairement être la bonne mesure pour rémunérer une campagne? C'est aussi ce genre de question que ça implique quand on commence à travailler avec des IA. Est-ce que notre idée, elle est moins bonne parce que on s'est aidé d'une IA et qu'on y a passé moins de temps? C'est une vraie question à laquelle j'ai pas la réponse, mais en tout cas, mérite qu'on se la... Absolument. Très intéressant. Alors, on nous pose une question aussi sur les droits, à savoir qui garde les droits. Alors, ça, c'est une bonne question et moi, je suis incapable d'y répondre. Est-ce que l'une de vous le sait? Sébastien, est-ce que tu le sais, ça? C'est-à-dire qui garde les droits. les droits des images qui sont générées, par exemple? Ah, ouais, alors j'imagine ça, les droits d'auteur peut-être, enfin, En fait, pour l'instant, c'est pas justement, c'est des œuvres libres de droit, c'est-à-dire qu'elles sont pas protégeables puisqu'elles sont générées non pas par des gens, mais par l'intelligence artificielle. Donc, à date, on peut pas les protéger. En revanche, c'est quand on va s'approcher, c'est-à-dire que si on fait un prompt qui dit fais-moi un tableau façon Matisse et que vraiment on travaille beaucoup. Alors aujourd'hui, les IA génératives d'images sont pas suffisantes
heureusement, pour reproduire un Matisse. Mais voilà, forcément, c'est là où on va avoir des problèmes avec les ayants droit, et ce qui est bien normal de l'artiste. Voilà, après, tout dépend s'il y a des similitudes ou pas avec des œuvres existantes ou avec des campagnes Puis, existantes. j'ai aussi le sentiment que dans la plupart des agences, on prompte pas en demandant de reproduire. On fait à la manière d'eux, dans le style d'eux, et donc on s'éloigne aussi de cette difficulté-là. En revanche, effectivement, nous, pour les visuels ou les campagnes, les vidéos qu'on peut produire pour des clients où il y a un bout d'IA, il appartient à tout le monde. Quelqu'un peut complètement reprendre mon personnage dont je vous parlais tout à l'heure et l'utiliser. En même temps, est-ce que c'est un vrai problème? Parce que nous, on l'intègre au sein d'une créa qui est beaucoup plus large. On l'utilise pas tel quel. C'est un peu différent de la campagne que montrait Sophie tout à l'heure pour Undies, où là, on a des personnages qui ont été créés, qui sont posés sur un visuel avec un nom de marque et qui donc sont associés à cette marque. Donc, si demain quelqu'un veut les détourner pour en faire une parodie, on va aussi associer cette image directement à la marque. Nous, je pense que c'est quand même assez souvent le cas, on essaye de ne pas faire ça. Enfin, c'est parce qu'on c'est au point plus pour ça. Donc, finalement, on les utilise jamais telles quelles. Il y a énormément de retouches derrière pour adapter au mieux. Ok, alors, on nous demande aussi si il y a une obligation de signaler que c'est une IA qui a généré le contenu. Je crois que j'ai répondu un peu en partie tout à l'heure. Je ne sais pas sur le plan juridique si quelque chose existe. Je ne crois pas que ce soit encore le cas. Mais Non, dans pas tous les encore. cas, on n'utilise pas les contenus tels quels, nous, aujourd'hui, à l'agence. Et par contre, quand on utilise des bouts donc, dans l'image, on demande la permission à notre client. Il faut voir s'il est à l'aise avec ça. Bien sûr, ouais, ouais, je pense que en effet, il y a obligation aujourd'hui pour les agences. La seule qui existe, c'est d'informer qu'on a recours à l'intelligence artificielle. Et souvent, d'ailleurs, sur les campagnes, on le mentionne. Enfin, aujourd'hui, c'est même se dire, ah, une campagne avec 1000 jeux. Enfin, Je réponds de façon générale, donc indépendamment de mon contexte pro. Je crois que d'un point de vue éthique, de plus en plus de journalistes et d'entités, surtout culturelles notamment, commencent à créditer le fait qu'on ait des IA pour la création, justement parce que des gens commencent à s'interroger sur la provenance des contenus rédactionnels ou même iconographiques. Donc, je crois que légalement, pour le moment, non, on n'est pas dans l'obligation, mais de plus en plus de gens, par esprit éthique, et déontologie commence à accréditer l'IA, oui. Mais d'un point de vue légal, je crois que c'est pas encore obligé, ou en tout cas pas chez nous. Alors, après, on a une question sur où vont les données infos que vous injectez dans ces outils? Ça, c'est une ça, c'est un question gros. intéressante. Eh Elles vont oui. sur les serveurs d'OpenAI et en effet, ça vient enrichir petit à petit tout. C'est pour ça qu'aussi il devient plus performant, hein, c'est parce qu'on le nourrit au quotidien. C'est pour ça qu'il faut des petites mains derrière pour les retraiter, voilà, et les classer, tout ça. Mais en effet, tout ça vient nourrir les serveurs d'IA, ouais, Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre des données confidentielles sur une intelligence artificielle. Il y a absolument. toujours un petit disclaimer sur ça, sur toutes les plateformes. Attention à ne pas mettre de données personnelles. Attention. Enfin, on parle de données personnelles, mais d'un point de vue professionnel aussi, faut pas non plus utiliser des données d'entreprise. Voilà. C'est pas que en tant que profil individuel que ça peut poser problème. Et oui, ça, c'est une bonne question, en tout cas. Alors, on a Didier Le Gourec, que je salue au passage, hein, qui nous demande quelle est la recette pour faire un prompt de qualité et quels sont les pièges à éviter. C'est la question piège. Moi, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de bonne recette. Il y a autant de bons prompts il va y avoir de demandes. Si je devais donner quelques conseils, je vous dirais déjà de ne pas faire un prompt généraliste. Donc, par exemple, trouve une idée pour une campagne RSE pour Burger King. Enfin, là, clairement, je pense qu'on peut avoir à boire et à manger, sans mauvais jeu de mots, mais sans doute pas beaucoup de bonnes idées. Toujours contextualiser le plus possible.
Après, on a vu beaucoup de conseils indiquant écrit à la manière de, écrit comme si tu étais directeur éditorial ou directrice éditoriale chez la Net Squad ou Cyberdès. Bon, c'est pareil, ça n'a pas été fulgurant, ça, pour le coup. Je pense qu'il Liste, est-ce que c'est faut journalisme. Donc ça, c'est un peu gadget. On les a beaucoup testés parce qu'on y croyait, mais ça marchait pas très bien. En revanche, bien contextualisé et finalement, c'est pas le bon prompt de départ. Ça marche bien sur les IA génératives d'images et de vidéos. En revanche, sur les IA texte, ça marche pas très bien. Mais c'est au fil de la discussion, en fait, parce qu'en fait, on dialogue avec ces IA et on resserre au fur et à mesure notre demande. C'est en fonction selon la manière dont on va rebondir sur ce qui nous est proposé qu'on va trouver justement la bonne réponse ou celle qui nous convient mieux à la fin. Mais encore une fois, vu qu'on ne l'utilise jamais tel quel, hormis pour les tâches simples de correction, relecture, synthèse, euh, finalement, on repasse forcément pas mal de temps derrière. Mais ça permet d'ouvrir le champ des possibles. Après, pour ajouter là-dessus, je dirais enfin, je pourrais pas vraiment définir un bon prompt. Par contre, pour avoir quelque chose de plus ou moins utilisable, comme tu l'as dit, Claire, contextualiser un maximum et des effets, les meilleurs résultats qui sont sortis sont ceux qui ont été générés avec un prompt de plus de 5 phrases déjà. Et il faut éviter de tomber dans les écueils de se dire que l'IA comprend les choses de la même manière que nous. C'est-à-dire que tous les adjectifs, tous les verbes qui peuvent être un peu connotés affectifs, l'IA ne va pas les comprendre comme de la même manière que nous. Donc il faut vraiment être synthétique et pragmatique pour générer un contenu au plus proche de ce qu'on veut. Voilà, donc déjà aussi une autre chose à savoir, c'est qu'il faut quand même un peu savoir ce qu'on veut pour pouvoir justement guider la machine un maximum. Si je devais résumer, entre guillemets, en 3 points les étapes, c'est avoir un objectif, être synthétique dans les phrases utilisées, pas trop long, avec des termes pragmatiques et clairs, et au minimum 5 phrases. C'est là où j'ai eu les meilleurs résultats. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je passe plus de temps pardon, à rédiger un bon prompt pour avoir un contenu que rédiger moi-même le contenu. Mais sinon, Ouais, pas de ouais, recette de mon côté non plus. Mais il faut du temps. et en effet, le fait de dialoguer et de demander au fur et à mesure à l'IA de resserrer ou de préciser les choses, enfin, c'est là vraiment où on se rend compte qu'on atterrit sur quelque chose de satisfaisant. Alors, on a beaucoup d'autres questions. Attendez, je vais essayer de toutes les prendre dans l'ordre. Alors, on nous demande si un des risques de l'IA, ce serait pas la perte de créativité et de la capacité d'apprentissage individuel. Les biais de l'IA pourraient induire une uniformité de contenu ou des risques de manipulation. Alors, ça, c'est assez... Ben, ouais, je suis d'accord sur le risque d'uniformisation, en effet. C'est-à-dire que si tout le monde se met à faire des propositions sur la base de ce que propose l'intelligence artificielle, même si une intelligence artificielle ne fait jamais exactement la même réponse, même si vous lui posez 2 fois la même chose, il y a quand même des risques d'uniformisation. Après, je pense que vraiment, et on le voit sur l'école, enfin sur l'apprentissage aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes les premiers concernés, mais les étudiants pratiquent l'intelligence artificielle et c'est de l'utiliser de façon pertinente. C'est-à-dire que si c'est fait pour faire tout ce qu'on nous demande et de pas nous-mêmes entraîner la mémorisation, la réflexion, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas faire mon exposé à ma place, parce qu'en effet, ça ne va pas beaucoup m'avancer. En revanche, c'est un outil formidable pour gagner du temps, pour gagner en vivacité, en ping-pong, en effet d'idées. Mais c'est un outil, il ne faut pas l'utiliser autrement parce que sinon, en effet, on peut avoir des pertes pas forcément très vertueuses. Et Claire, Edina, Ouais, moi, une je autre suis réaction. tout à fait alignée avec ce que disait Sophie sur les c'est un peu, enfin,
globalement, c'est quand même des choses que l'on a, nous, en tant qu'humains. Il y a des biais, il y a aussi une certaine uniformité, même s'il y a pas mal de courants, notamment dans la publicité aujourd'hui, qui essayent d'avoir des visions un peu plus inclusives de la société. On a énormément de biais en tant qu'humains. Donc finalement, vu que l'intelligence artificielle est créée par des hommes à la base et des femmes, on a des biais qui se répercutent. D'ailleurs, on le voit, c'est ce que montrait Sophie tout à l'heure. On a un sujet sur certaines IA génératives d'images qui ont des biais extrêmement sexistes, tout simplement parce que on a encore 80% des devs, il me semble, qui produisent des IA qui sont des hommes. Donc on répercute aussi ces biais-là dans cette intelligence artificielle, mais finalement les défauts de l'IA sont des défauts de l'homme. Ok, merci. Alors moi, j'avais une question aussi, une simple curiosité. Quelle formation délivrer du coup aux membres des équipes? Vous parliez de ça tout à l'heure, mais qui forme maintenant déjà à l'intelligence artificielle? C'est un institut de formation, pour le coup, je ne sais plus voilà, ce que c'est enfin, c'est un institut de formation ouais, 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 qu'on a sélectionné sur ChatGPT et sur la version Photoshop. Ouais, ouais, ils ont des formations d'une journée pour les entreprises, justement, pour les agences. Et Et après enfin, moi, je le vois, enfin, ce genre de webinaire comme celui de ce soir, c'est souvent les plus efficaces parce que, en tout cas pour nous, parce qu'on est enfin, encore une fois, c'est vraiment du test and learn, ça évolue tout le temps. Et donc, en effet, quand on se dit, ben voilà, j'ai toute une équipe à former, on se dit, ça vaut le coup d'organiser une formation. Mais sinon, je pense que le mieux, c'est de s'informer avec la presse, avec la radio, avec des influenceurs qui travaillent là-dessus, avec des webinaires. Enfin, voilà, de voir en temps réel comment les retours d'expérience se font. ouais, je pense que enfin, nous, pour le coup, on a des équipes qui se sont formées il y a très longtemps par elles-mêmes en testant. Et finalement, vu qu'elles ont testé un peu toutes les versions, eh ben, elles sont très fortes maintenant. Et pour le coup, nous, on propose des formations maintenant. Donc, ça marche aussi dans les deux sens. Et c'est des formations qui vont évoluer en permanence. Comme le dit Sophie, bah, ça change un peu tous les jours. Après, il y a, enfin, vraiment, suivre une formation, c'est super, mais rien ne remplacera la pratique Bien sûr. de ce genre d'outils. C'est vraiment la base pour apprendre à les manier. Ok, merci. Alors, j'ai deux questions qui sont un peu mêlées. Sébastien demande si vous avez testé Bard de Google et Yasmine demande quels sont les IA que vous utilisez dans votre pratique. Ça, je pense que c'est pour qu'on ait des noms pour pouvoir aller les tester. Moi, j'ai pas encore, je sais que de temps, puis ChatGPT. En fait, enfin, mon métier, c'est plutôt d'écrire, donc, mais après, à l'agence, on utilise énormément Midjourney. Oui, J'ai essayé exactement. Bard, c'était pas super concluant non plus. Enfin, j'utilise rarement. Peut-être effectivement pour comparer entre deux utilisations, mais ça m'a jamais vraiment convaincu pour le coup. Je pense qu'on s'est habitué aussi à un outil. C'est un peu comme un opérateur téléphonique ou une banque. On reste un peu sur le premier qu'on a ouvert. Et, non pas bah, paresse intellectuelle d'aller voir ailleurs, si je comprends aussi des habitudes sur un type d'outil. Et quand on a investi pas mal de temps pour apprendre à s'en servir, c'est toujours plus compliqué de repartir un peu de zéro ailleurs, parce que c'est pas forcément les mêmes mécaniques. Et Bard, j'ai l'impression qu'ils sont pas encore au même niveau de finition. Ouais. Voilà, c'est un peu les prémices. Donc, il y a moins de monde aussi quand même, qui le pratique. Hein. Ils ont hâté un peu la sortie pour Ouais, ça, ils sont un peu rattraper pressés. le train en marche, je pense. Alors, on nous demande aussi si les IA français sont à la hauteur, à votre avis. Bah, Ça- pareil, ils rattrapent le train en marche, hein, donc c'est un peu le même sujet.
Je pense qu'en revanche, en France, on est bon sur la recherche en intelligence artificielle, pas forcément dans nos métiers de communicants, mais on a pas mal d'ingénieurs qui travaillent justement sur la recherche un peu plus fondamentale et sur tous les enjeux éthiques qui sont liés à l'intelligence artificielle. De ce que j'ai lu, en tout cas, je pense on est assez bon. Oui, il y a des projets d'avoir des IA qui respectent justement les datas qui Mm. sont injectées dedans. Donc, il y a des problématiques sans doute dues à des réglementations européennes par ailleurs qui font qu'on n'a pas non plus la même approche. Ça me rappelle une bonne pratique à intégrer aussi à ChatGPT, si vous utilisez ChatGPT, c'est de toujours demander les sources. On a beaucoup lu que quand ChatGPT connaissait pas la réponse, il inventait. Moi, quand j'ai des recherches documentaires à faire, je demande toujours ces sources et je vais vérifier ces sources après sur Google, vérifier qu'elles existent bien, ce qui permet déjà de cadrer un petit peu plus la recherche. Absolument, c'est indispensable. Alors, il n'y a que le 4 qui permet d'aller chercher des sources, que la version 4 de ChatGPT, la 3 ne le permet pas. Il n'est pas ouvert sur Internet. Mais en effet, c'est-à-dire que ChatGPT, ça reste quand même un algorithme qui va aligner le mot le plus probable à la suite d'un autre mot. Donc, même si ça fait des alexandrins, ça fait des trucs absolument quand même bluffants. Alors, je suis la première à être assez émerveillée devant cette technologie. Mais clairement, en termes de sources, enfin, nous, je sais on manie pas mal, enfin, on produit pas mal de contenus qui doivent être extrêmement vérifiés parce que c'est du domaine de la santé. Il est hors de question de laisser ChatGPT raconter des choses sans vérifier derrière, ça c'est évident. Par contre, je crois que l'IA de Bing, elle cite directement ses sources, c'est-à-dire que ce qu'elle dit, les liens sont cliquables, donc directement vérifiables. Par contre, effectivement, pour générer du contenu comme ChatGPT, c'est pas du tout le même. On est à beaucoup moins de tokens, donc les résultats fournis sont moindres. Par contre, effectivement, ils sont cités. Donc, Oui, on peut pas. ChatGPT 4 aussi. Maintenant, il peut donner des liens pour aller citer, même dans des benchmarks ou autres, il peut vous donner des liens. Donc ça, là aussi, ça a vachement progressé en quelques mois. C'est mieux, ouais. Mais pour répondre quand même, je crois brièvement à la question du si les IA françaises sont pas mal, je crois que un des soucis qu'on a en France, peut-être pas aller jusque-là, mais on est quand même, j'avais lu qu'on était assez réfractaire en tant que nation, même sur le continent européen, notamment avec la CNIL, pour donner nos données. Alors, je dis pas qu'il faut donner nos données à l'IA de manière aveugle et non éclairée, mais ce qu'il faut pour former une IA, c'est d'avoir des données, sauf que si personne ne les donne, il faut soit les acheter, soit les récupérer dans les données publiques. Et en l'état, je crois qu'à part les GAFAM qui ont suffisamment les moyens pour acheter des données dans des banques de données publiques, le reste des entreprises et des groupes n'ont malheureusement pas suffisamment les moyens pour se procurer des données qui soient valides, qui soient fiables et assez diversifiées justement. Donc si en plus de ça, en France, on est beaucoup réduit par la CNIL pour l'accumulation et pour engranger les données, on va peut-être prendre un train de retard. Et c'est justement aussi ce qui se disait dans les médias que oui, la France a un bon potentiel en termes de recherche. Effectivement, par contre, en termes de pratique, on est beaucoup plus freiné qu'aux États-Unis, par exemple. Mais en même temps, eux, ils se croient un peu tout permis, donc c'est pas non plus la référence de base. Alors, j'ai une autre question qui est assez intéressante. Plusieurs compagnies du CAC 40 créent leur propre IA générative, par exemple AXA, qui est assez avancé sur le sujet et qui s'y prépare depuis un moment. Est-ce que vous avez d'autres clients ont leur propre IA générative? Pas du tout. Non, nous non plus. Alors, si Frédéric pouvait ouvrir le micro, parce que ça nous intéresse aussi de savoir pour quelle utilisation AXA crée son IA. Alors, on vous entend pas bien, pardon. Vous m'avez entendu ou pas? Non, allez-y, refaites-moi Pourtant, le. j'ai... Vous m'entendez là ou pas? Oui, on Oui, vous entend. ça Oui. y est. En fait, c'est essentiellement pour des raisons de confidentialité. Au même titre que, par exemple, je me souviens plus de la version, enfin, tout ce qui est hébergé aux États-Unis pose problème. Et AXA se préparait depuis longtemps.
Donc, Frédéric, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que AXA développe un outil généraliste, pas du tout spécialisé sur ses offres ou sur son métier, pour faire en sorte que ses employés puissent utiliser une intelligence artificielle sans divulguer des données confidentielles à des outils ouverts. C'est bien ça? Parce que ça représente, à mon sens, un investissement considérable pour cette utilisation interne, finalement, comme un outil interne. Bon, Frédéric a disparu. Peut-être que Frédéric était une manifestation d'une intelligence artificielle, d'ailleurs. Ouais, je pense qu'elle a des problèmes de connexion, en tout cas. Oui, oui, tout Je à fait. suis là. Je me permets la plaisanterie simplement parce que Mm. on se connaît avec Oui. Frédéric Bistouri, qui est étudiante dans le master conseil éditorial, hein. C'est pour ça que je me permets la plaisanterie, je précise quand même. Ah, alors oui, il y a Anne qui nous précise qu'en fait, ils ont développé leur IA sur la base de l'IA développée par l'OpenAI. Ils sont pas Oui. repartis de zéro, en fait. Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, c'est quelque chose. Vous m'entendez là ou pas? Parce Oui, que, ça y est. en fait, c'est quelque chose, ils s'y préparent depuis très longtemps, hein. Il y a plusieurs labos importants. Moi, j'étais à une réunion, je pense que c'est en 16 déjà évoqué, donc pas non plus de activement développé de l'OpenAI. On n'a pas très bien entendu. Oui, ça coupe un mot sur deux. Si vous voulez me le mettre dans le Non. chat, je me ferai Voilà. porte-parole. Ça sera plus simple. Parce qu'il y a ce soir. Oui, c'est bon, ça coupe, hein. Ça arrive. Je pense que j'ai fait le tour des principales questions. Peut-être la question de Monsieur Bronsard, mais qu'on n'a pas très bien compris, sur l'utilisation de l'anglais et l'utilisation du français, parce que ce qui se passe, c'est qu'évidemment, les données en anglais sur Internet sont considérables, beaucoup plus importantes que les données en français. Donc, finalement, l'intelligence artificielle est peut-être beaucoup plus performante en anglais qu'en français, d'une part. Et puis, d'autre part, il me semble que la question de Monsieur Bronsard concerne de langue. Des communications qui se font en français anglicisé ou en anglais francisé, je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce qu'il en est finalement du niveau de langue en français ou du niveau d'information en français de ces outils comme ChatGPT, alors que les informations récoltées en français sont bien moindres. Finalement, le monde francophone est beaucoup plus étroit, même s'il est, il est grand, mais quand même beaucoup plus étroit que le monde anglophone. Voilà, je vous lance cette question. Euh, Enfin, est-ce que je peux préciser? oui, oui, vous pouvez préciser. J'ai assisté la semaine dernière à un congrès de l'Association des communicateurs scientifiques et la personne qui est venue expliquer utilise beaucoup les algorithmes de communication pour la science, pour expliquer la science. Et la moitié quasiment de ses explications étaient dans des expressions, par exemple, le trend, je les connais pas toutes, là, mais, et je me demande si, du point de vue du développement de connaissances vis-à-vis ces nouvelles technologies, était pour la France le même type de problème ou bien c'est quelque chose dont on se préoccupe pas vraiment puisque la technologie se développant, surtout en anglais, avec beaucoup d'expressions. Euh, Est-ce que c'est la même chose en France que ici? Est-ce qu'il y a une différence? Avez-vous des informations à ce sujet? Moi, en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas de limitation sémantique, enfin, en utilisant en effet ChatGPT en français pour le coup, avec parfois, on peut lui demander de passer même en farsi, en tout ce que, en coréen, tout ce que vous voulez. Enfin, il y a quand même, c'est assez bluffant la façon dont il passe forcément d'une langue à l'autre. Alors, je ne peux pas comparer
la qualité de la réponse en français et par rapport à l'anglais, par exemple, parce qu'on travaille pour l'essentiel aussi sur des problématiques françaises de communication pour des clients français. Et donc, on l'entraîne aussi sur, en tout cas, les questions qu'on travaille sont sur la France. Mais moi, je trouve en tous les cas que le corpus est suffisamment riche et les échanges avec l'algorithme sont suffisamment riches en français. J'ai pas l'impression qu'il y ait de décalage. Ouais, je partage le même constat. Merci. Alors, on a une autre question impertinente. Une fois qu'on a goûté à cet outil, devient-on dépendant? On ne pourrait plus s'en passer, à votre avis? Bah, peut-être un peu quand même, hein. Enfin, c'est un peu comme tous les nouveaux outils, en fait. Enfin, une fois qu'on a goûté au téléphone, à Internet, aux réseaux sociaux, enfin, c'est en fait à partir du moment où on l'a intégré dans son travail, et là, je pense que depuis un an, c'est le cas, on l'intègre petit à petit. Moi, je vois à l'agence tous ceux qui le pratiquent de plus en plus au quotidien. Je vois ChatGPT de plus en plus présent sur les écrans. Alors après, c'est trop tôt pour dire on ne peut plus faire sans, évidemment. On n'en est pas encore à l'usage d'un téléphone ou d'Internet, mais je pense que c'est une telle révolution. De la même façon, je suis d'accord avec Claire que les réseaux sociaux l'étaient à leur époque, que ça va très vite, je pense, le devenir. Au début, on arrivait très bien à se passer des portables, et on se connectait sur Facebook une fois par mois. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ce soit foncièrement différent. Très bien. Bon, est-ce que quelqu'un a une dernière question? Attention, sinon on va bientôt conclure. Il me semble qu'on peut passer à la conclusion. Oui. Claire.